Nelson Montfort est notre 16e invité dans Vivons nos rêves. Bonjour Nelson, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Charles, bonjour à vous tous. Bon, c'est super gentil d'être avec nous aujourd'hui. Déjà, on est le 24 décembre, on est au réveillon de Noël. Donc, vous êtes invité de Vivons nos rêves, notre projet qui marche très très bien sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez déjà, première question, de cette petite idée de rassembler un petit peu les amateurs, professionnels, personnalités de tennis comme ça, par l'intermédiaire de ce projet, par des questions d'enfants? Ah bien, écoutez, Jean-Charles, je pense que la réponse est dans la question. Je veux dire, c'est une excellente initiative à l'heure où, je dirais, où le tennis, comme bien d'autres sports, a connu une année particulièrement difficile. Il faut justement pas s'arrêter de rêver, justement, qui est l'un des plus jolis verbes de la langue française, bien sûr. Nelson, vous êtes une figure pour nous, joueur amateur, hein, vous êtes un journaliste sportif extraordinaire. Vous avez interviewé les sportifs dans de nombreuses disciplines, notamment après les matchs, les compétitions. Vous êtes commentateur du patinage avec Philippe Candeloro, élu Mac d'Or du meilleur journaliste au bord du terrain en 2011, plusieurs campagnes de JO. Comment est-ce que vous expliquez cette cote de popularité et cette cote d'amour auprès du public? Parce que moi, quand je suis sur une édition de Roland-Garros et qu'on vous voit arriver au bord du terrain, vous avez tous les gens qui commencent à s'agiter. Nelson, 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 comment vous expliquez cette cote d'amour là, de popularité? Je crois que bon, j'avais un modèle, un parrain dans cette profession, comme la plupart des professionnels de l'audiovisuel. Et moi, c'était quelqu'un dont vous vous souvenez sûrement, qui était Jacques Chancel. Ouais. Et Jacques me disait toujours, pour réussir ou pour tenter de réussir, en tout cas dans ce métier, il fallait aimer les gens. Aimer les gens, c'est-à-dire se rapprocher d'eux, aller vers les gens. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je travaille sur une chaîne de service public où j'ai souvent coutume de dire que finalement, le principal interlocuteur, c'est le public. J'ai toujours manifesté, je crois, un grand respect pour le public. J'en suis extrêmement conscient d'ailleurs du privilège qui nous est offert de s'adresser au plus grand nombre. Et voilà, et si le public eh bien, me le rend, il me le rend même au centuple. Donc j'en suis très heureux. La plus belle récompense, c'est celle-là, oui. Ouais. On a vécu une année. Je n'ai pas d'autre explication. Si vous voulez, l'explication, c'est, je pense, enfin, j'espère, la sincérité, en fait. Voilà. Voilà. Cette sincérité, cette humilité, véritablement que nous on retrouve à travers vos interviews, que ce soit avec, avec des nageurs, avec des tennisman, avec des athlètes. Il y a toujours ce côté, nous, qui nous fait rêver dans vos interviews et que certainement les gens ressentent et que les sportifs ressentent également. Je pense, en tout cas. Oui, vous savez, j'ai coutume de dire parfois qu'une interview, puisque vous faites allusion aux interviews, j'ai coutume de dire qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Une manière d'aborder, une manière de sentir à l'interlocuteur qu'il est le bienvenu. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a jamais eu d'obligation. Et voilà, si j'ai un petit truc, c'est celui-là, c'est de faire sentir à mon interviewé, si je peux dire, qu'il est le bienvenu. D'accord. On parlait un petit peu de Roland-Garros. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition qui était un petit peu particulière quand même avec des tribunes vides, des allées vides également. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'édition de Roland-Garros? Est-ce que c'était est-ce que c'était un bon cru Roland-Garros 2020 malgré cette crise sanitaire et ce manque de public dans les gradins? Deux choses. La première, Jean-Charles, je me réjouis du fait que le tournoi ait eu lieu, ça c'est certain. Maintenant, il est évident que ça ramène encore quand même pas mal de frustration, même 2 mois après, parce que je me dis, et je suis sûr de ne pas être le seul, qu'il aurait été possible tout à fait de faire autrement et d'accepter ce qui avait été initialement prévu, c'est-à-dire les 5000 spectateurs, parce que 1000 spectateurs sur tout le stade, n'est-ce pas, pas seulement sur le cours central Philippe Chatrier, mais dans tout l'ensemble du stade, c'était, on va dire, une sorte de huis clos qui taisait son nom. Et pour moi, ce n'est pas l'image ni du tennis, ni du sport en général. Et si j'ai un vœu à formuler, enfin j'en ai plusieurs, mais si j'ai un vœu à formuler en 2021, c'est que, notamment, c'est celui-là, c'est que les sports retrouvent ce qui fait l'essence même du spectacle, c'est-à-dire le public. Le public, exactement. Parce que c'est vrai, quand on regarde actuellement les matchs de football à la télé, les différentes compétitions, que ce soit le tennis, voilà, toutes les compétitions qu'on peut retrouver sur les médias, le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est quand même un gros manque pour nous amateurs Mais de d'ailleurs, sport. pour rebondir sur votre observation qui est très juste, on les regarde moins.
C'est-à-dire que et les chiffres sont là pour en attester, si je mets de côté le Tour de France cycliste, qui est une épreuve tellement inclus dans le patrimoine qui effectivement a eu des audiences remarquables et peut-être même plus fortes que ce qu'on pouvait imaginer, c'est évident que les autres sports, les sports disons non récurrents, sont en baisse parce que vous l'avez très bien dit, de regarder même à la télévision une rencontre sans public, eh bien ce n'est pas la même chose. Ça a moins de saveur effectivement. Et on espère véritablement sortir de cette crise sanitaire au plus vite pour pouvoir retrouver tout ce qui nous fait rêver, nous aussi, dans les émissions sportives, dans les stades, cette ambiance, cet engouement des supporters. Et on espère retrouver véritablement ça au plus vite. Une petite anecdote avec vous, Elliot Benchetrit et John Isner sur un match. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parier un petit peu fort. Alors, ce que je peux. Non, mais alors, justement, c'était le premier jour, et je me demande même si ce n'était pas le premier match. Enfin, peu importe, je ne sais plus. C'était sur un cours annexe. Mais là, justement, c'est tout à fait dû au fait qu'il n'y avait pas de spectateurs. Parce qu'en fait, on prenait l'antenne, je ne sais plus exactement quelle heure il était, aux environs de midi, je ne sais plus, et on prenait l'antenne, et naturellement, c'était du côté du village, vous savez, un peu sur le toit là, du village, et naturellement, quand il y a du monde et tout, vous pensez bien, déjà, dans un micro, on parle en principe un petit peu moins fort, etc., mais là, personne ne nous aurait entendu. Seulement là, comme il n'y avait strictement aucun spectateur, il y avait 2 joueurs sur le court, plus l'arbitre et les ramasseurs de balles, et ben, tout le monde a entendu. Alors, on va dire que ça a été une séquence plutôt drôle et sympathique dans un tournoi qui en a un petit peu manqué. C'était le tout premier, de mémoire, c'était le tout premier jour du tournoi. Je crois que c'était le lundi, ou le dimanche ou le lundi. Voilà, exactement. Dimanche ou lundi, ouais. Plus généralement, qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel du tennis français? Est-ce que vous trouvez que nos Français là, font un parcours correct? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, des Hugo Gaston, Hugo Humbert, Corentin Moutet, Lucas Pouille, qu'on enterre un petit peu souvent, mais qui est encore jeune, il a 25-26 ans, Lucas Pouille, donc il peut encore revenir. Mais qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel des Français là, au jour d'aujourd'hui? Si vous avez un bilan à dresser de la saison. Il y a deux parties dans votre question et dans ma réponse. Concernant les jeunes dont vous venez de parler, on va dire que Pouille est un petit peu entre les deux, souvent blessé cette année, qui n'a malheureusement pas pu jouer le tournoi de Roland-Garros. Disons que concernant ceux qu'on a appelés les mousquetaires, à savoir Richard Gasquet, Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, voire Gilles Simon, il est évident que cette génération-là va avoir du mal, parce que c'est normal, parce que c'est la vie, etc. L'essentiel de sa carrière derrière elle, n'est-ce pas? Je pense que notamment Richard Gasquet, voire Gaël Monfils, sont encore capables de coups d'éclat. Je le leur souhaite vivement, parce que je les aime énormément tous les deux, et ils le savent. Maintenant, l'âge fait que leurs meilleures années sont derrière eux. En revanche, concernant la jeune génération, j'ai été très favorablement séduit par ceux que vous venez de citer. Et si j'ai juste un tout petit regret, puisque vous avez fait allusion à Hugo Gaston, je pense que Hugo Gaston, dans ce fameux match était-ce 8e de finale? C'était 8e ou quart de... Contre Tim. C'était 8e ou 16e? 8e. 16e contre Wawrinka et 8e de finale pour Dominic Thiem. Voilà, donc accession en quart. Voilà, 8e de finale. Je pense que ce match-là, il aurait pu le gagner. Vraiment, il n'était pas loin, parce qu'il a fait déjouer, comme disent les spécialistes, il a vraiment fait déjouer son adversaire. À un moment donné, Thiem qui aurait dû gagner ce match en 3-7, mais vraiment, aurait dû gagner ce match en 3-7, vous en souvenez certainement, aurait vraiment pu et presque dû le perdre en 5. Et là, je pense, oui, on faisait allusion il y a quelques minutes à l'absence de public. Je suis à peu près persuadé, évidemment, on ne le saura jamais, mais je pense que l'apport du public aurait peut-être aidé Gaston à franchir cette toute petite limite qui lui a manqué et peut-être remporter ce match. Et c'est vrai que Dominic Thiem, on en parlait, au niveau langage corporel, on retrouvait exactement les mêmes attitudes que Wawrinka 2 jours au précédent, avec un visage de Thiem qui était en train de se décomposer au fur et à mesure des points, au fur et à mesure des sets, au fur et à mesure des jeux. Et on se disait, c'est en train de recommencer. On est en train de voir Gaston qui est en train de reproduire la même dynamique que ce qu'il avait pu faire contre Wawrinka. C'est pas passé loin pour Hugo Gaston. Et il nous disait, parce que c'est vrai qu'on l'a eu en interview, Hugo, il y a quelques semaines, il nous disait que le fait qu'il n'y ait pas eu de public lui a manqué peut-être sur la fin du 5e set.
pour essayer de gagner ce match contre Dominique, mais que dans un sens, le fait qu'il y ait moins de monde lui a dégagé un petit peu aussi de la pression pour qu'il joue ses matchs de façon un petit peu plus libérée, en tout cas contre Wawrinka où il n'était pas du tout attendu et tout le monde pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué pour lui. Mais donc il y a ce double jeu là où effectivement le public lui a manqué sur ce 5e set, mais ça lui a dégagé de la pression aussi un petit peu sur son match contre Wawrinka. En tout cas, Hugo Gaston est un mec génial. Il a participé au projet. C'est un amour. Il a offert 150 balles à nos jeunes qu'il a dédicacé pour Noël et on les a reçus et on les a offerts à nos jeunes. Donc c'est quelqu'un en or. En tout cas, merci. Je partage votre avis. Nelson, un petit mot sur la réforme de la Coupe Davis. Quel est votre avis justement? Parce que nous, en tant que passionnés de tennis, on parlait des stades remplis, on parlait des matchs, voilà, on aimait voir des spectateurs dans les gradins. Moi, c'était personnellement la compétition qui me faisait le plus rêver. Est-ce que le fait de jouer des matchs sur terrain neutre, finalement, c'est pas la mort de la Coupe Davis? Eh bien, mon cher Jean-Charles, une fois de plus, la réponse est dans la question, puisque votre avis, je le partage à 100%. Je ne comprends toujours pas. Enfin, si, je le comprends. Je le comprends sur un plan financier et tout ce que vous voulez. Mais sportivement, je ne comprends toujours pas comment on a pu laisser choir ce bijou, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce bijou qu'était la Coupe Davis de tennis. Toutes les explications du monde, on peut me les donner, mais on ne remplacera jamais l'ambiance connue à Lille les 2 dernières années, une fois avec la victoire de la France, une autre fois avec la défaite. Ça, c'est le sport. Mais ça, c'est irremplaçable. Et même, je suis de votre avis, même des grands matchs de Roland-Garros n'ont pas toujours l'ambiance de cette Coupe Davis. Alors, je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'un jour, cette compétition renaîtra. Mais en attendant, elle est à l'arrêt parce qu'en plus, cette année, bon, déjà, quand elle a eu lieu en 2019, ça a été un flop total. Et en 2020, elle n'a pas eu lieu du tout. Non. Donc, je ne sais pas. Peut-être c'est un mal pour un bien et que peut-être que les dirigeants internationaux sauront tirer les conséquences, même si ce n'est jamais facile, vous le savez comme moi, de reconnaître qu'on a eu tort. On en parlait récemment avec Fabrice Santoro, la Coupe Davis, on pouvait toucher à tout, on pouvait toucher au format de jeu, raccourcir les matchs, faire des matchs en 2-7 gagnants et d'autres 3-7 gagnants, mettre en place un autre système avec éventuellement 3 matchs au lieu de 5, mais surtout il ne fallait pas toucher aux matchs à domicile, à l'extérieur. C'était la beauté de cette épreuve et c'est vrai que c'est dommage quand on se remémore des éditions comme en 91 avec la victoire de Guy Forget à Lyon dans une ambiance incroyable, même la victoire de l'équipe de France à Lille contre la Belgique. C'est des moments, moi j'y étais sur cette rencontre contre la Belgique, c'est des moments qui resteront gravés avec, voilà, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir effectivement mis ce côté-là à part, certainement pour raisons financières également. On va parler un tout petit peu, Nelson, des Jeux Olympiques, parce que c'est un moment toujours particulier pour les sportifs, et je pense que c'est aussi un moment particulier pour les journalistes sportifs, comme vous l'êtes. Quel est votre meilleur souvenir des JO? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup, mais s'il y en avait un ou deux à citer aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reviendrait en priorité? Là, vous ne me parlez pas de tennis, hein, vous parlez de sport en général. Oui, on parle un petit peu multisport. Voilà, oui. Écoutez, je vais vous répondre en fait assez vite. J'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit. Jeux Olympiques de Londres 2012, relais 4 fois 100 mètres nage libre, où l'équipe de France se qualifie pour la finale et doit normalement terminer entre 3e et 5e. 3e, si tout va bien, accrocher une médaille de bronze, mais on voit plutôt 4e, 5e avec USA, Australie, Chine, Russie, etc. Et l'équipe de France remporte cette course. J'ai encore en tête les 4 relayeurs, Amaury Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefer et Yannick Agnel pour terminer. Devant l'équipe des États-Unis, avec quand même Michael Lochte et Michael Phelps, enfin excusez du peu. Hein. Oui. Bon. Et puis voilà, oui. Et l'équipe de France remporte cette course et je crois n'avoir jamais éprouvé un tel choc et un tel bonheur professionnel qui est en même temps un bonheur personnel quand j'ai vu ces 4 garçons arriver vers moi en larmes de bonheur. Je veux dire, d'avoir le privilège d'être le premier à leur parler. Je vous parle, ils sortent du bassin encore tout mouillés, bien avant la cérémonie, etc. Je veux dire, on se tombe dans les bras. J'ai
gardé d'ailleurs avec, en tout cas, 2 de ces 4 garçons, Amaury Levaux et surtout Yannick Agnel, des rapports humains aujourd'hui qui font que, voilà, oui, je mettrais cette épreuve en premier. Et puis les Jeux Olympiques de Londres 2012 en natation me rappellent également, et vous en souvenez sûrement, la médaille d'or aux 400 mètres de la regrettée Camille Muffat, qui malheureusement nous a quittés très prématurément dans un accident d'avion en hélicoptère, enfin d'hélicoptère, pardonnez-moi, en Argentine au cours d'un jeu télévisé. Donc voilà, oui, je dirais que des moments comme cela ne s'effacent pas. Paris 2024, Nelson, ça approche. Est-ce qu'on verra Nelson Montfort, commentateur? Alors déjà avant, il y a Tokyo 2021. Il y a Tokyo 2021, exactement. Oui, il faut quand même pas les oublier parce que ces jeux ont failli vraiment être annulés. Hein. Vous savez comme moi, donc bon, je pense pouvoir vous annoncer, non pas en exclusivité, mais en probabilité que ces jeux auront lieu dans des conditions qui restent à définir, mais je pense que ces jeux auront lieu. Donc voilà, je me réjouis déjà d'aller suivre en juillet-août prochain les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Et puis après, effectivement, les Jeux de Paris 2024. J'espère quand même que d'ici là, ce que nous traversons sera non pas oublié, parce que ça ne sera pas oublié, ça ne sera pas oublié de sitôt, mais sera derrière nous. Ouais. Bon. On va passer, Nelson, aux questions des enfants de la Libre et Tennis. On a reçu beaucoup de questions pour vous. Mais je les ai synthétisées un petit peu. Je ne vais pas vous en poser 150, bien sûr. Merci. Première question, Nelson. D'où est née votre passion pour le journalisme, et plus particulièrement le journalisme sportif? Alors, je réponds très simplement. Elle est née de mon père, avec lequel j'avais des rapports formidables, qui m'emmenaient non seulement pratiquer des sports, le tennis, le golf, le ski et autres, et puis m'emmenait également au stade. Et donc là, j'ai appris à aimer tous les sports, y compris des sports un peu moins médiatisés, y compris des sports sur lesquels je n'interviens pas nécessairement. Je pense notamment à tous les sports de neige et glace. Enfin, glace, si, j'interviens, mais neige et glace, comme le ski, le bobsleigh, le patinage. J'ai toujours été un grand amoureux des sports d'hiver, à la fois comme pratiquant et comme spectateur. Et puis, naturellement, après, il y a eu tous les sports d'été, comme voilà, le golf, le tennis déjà nommé, la natation, la course à pied, l'athlétisme. Enfin, j'ai baigné dès le plus jeune âge dans l'ambiance du sport comme pratiquant, comme spectateur, et puis après comme journaliste. Quelle discipline, Nelson, prenez-vous le plus de plaisir à commenter? Je pense que le patinage artistique, avec Philippe, on a réussi, je pense, à établir un tandem qui touche le public, voilà, voilà, donc oui, je dirais que le patinage artistique. En plus, bon, moi, je suis un grand amoureux de danse, de chorégraphie, de ballet, donc voilà, et de musique. Donc là, je trouve beaucoup de satisfaction, mais ce n'est pas parce que je vous réponds à vous, Jean-Charles. C'est vrai qu'en tennis, c'est également un énorme plaisir pour moi que de côtoyer. Nous avons quand même une génération en or. Les 3 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui resteront peut-être comme les 3. Je ne suis pas toujours un grand amateur de classement historique, mais enfin, ces 3-là resteront quand même comme 3 des plus grands joueurs de l'histoire. Et pour moi, le fait de les avoir accompagnés est un privilège et un honneur que je ressens chaque jour. Justement, Nelson, la transition est toute faite. Lequel de ces 3, justement, est pour vous le meilleur joueur de l'histoire du tennis? Représente le plus, en tout cas, au niveau de l'histoire? C'est Federer, Nadal, Djokovic, un Murray, qu'on pourrait... Je crois que je suis obligé de mettre Rafael Nadal en tête, parce que pour 2 raisons. La première, c'est parce que, bon, déjà là, il a donc égalé le fameux record de Roger en 20 tournois du Grand Chelem, mais il n'y a pas que ça. Il y a un investissement total en Coupe Davis. Il y a un respect profond des valeurs de ce sport, de l'histoire de ce sport. Il y a un respect profond de l'environnement. Vous savez, si vous faites un sondage auprès notamment des ramasseurs de balles, ce que nous faisons chaque fois, parce que c'est là où on voit quel est le joueur le plus sympathique, Rafael Nadal. Quel est le joueur avec lequel vous vouliez échanger quelques balles? Rafael Nadal. Quel est le joueur avec lequel vous
souhaiteriez passer peut-être un petit moment. Raphaël Nadal, c'est pas moi qui le dis, c'est l'environnement du tennis. Alors je pense que oui, pour répondre je me doutais bien que cette question arriverait. Je pense que je mettrais Raphaël Nadal, pas seulement pour des raisons de tennis. J'aime énormément Roger Federer. J'aime son style, j'aime son jeu, j'aime sa passion, j'aime ça. Enfin, j'aime tout chez lui. Mais je pense que Raphaël Nadal, dont je pense que la carrière ne va pas s'arrêter à 20. Je pense que je vous vois faire oui de la tête. Je pense qu'il peut aller 23, 24 tournois du Grand Chelem. Et je pense que c'est pas faire injure à Federer de dire que ça me paraît extrêmement difficile pour lui. Donc, oui, je dirais Raphaël Nadal pour son jeu, son palmarès et surtout sa personnalité. Ouais, oui. Et sa persévérance aussi, puisque Raphaël Nadal, on le voit actuellement sur les réseaux sociaux, on est en pleine période effectivement de préparation de fête. Et je voyais encore hier sur les réseaux sociaux des vidéos de Raphaël Nadal à l'entraînement avec une cadence incroyable. Quelqu'un qui a tout gagné, tous les titres possibles, qui est l'un des plus grands champions de l'histoire, si ce n'est le plus grand champion de l'histoire du tennis. Et il y a quand même il ne néglige rien, Raphaël Nadal. Donc on n'est pas à ce niveau-là sans rien. Et quand on le voit s'entraîner, avoir cette motivation tous les jours à l'entraînement, cette cadence qu'il met dans chaque frappe de balle, que ce soit un joueur moins bien classé ou un sparring partner avec un très très bon niveau, Raphaël Nadal mérite amplement justement l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui, Nelson. Vous avez totalement raison dans votre analyse. Est-ce que vous êtes pratiquant de tennis un petit peu, vous? Est-ce que vous jouez un petit peu au tennis ou pas du tout? Il m'arrive de jouer avec mes filles en famille, plutôt en double. Ouais. J'ai été, étant plus jeune, j'ai été meilleur que je le suis aujourd'hui. Ça aussi, c'est normal, c'est la vie. Mais oui, c'est un sport que j'adore. Que ce soit sur le court ou au bord du court. J'adore ce sport. Ouais. Quel joueur de tennis avez-vous pris le plus de plaisir à interviewer à la sortie d'un match, hormis Raphaël Nadal? Hormis Raphaël Nadal, parce que le fait est que, voilà, comme je l'accompagne à Roland-Garros depuis maintenant une quinzaine d'années, qu'il l'a gagné 13 fois, c'est évident que c'est lui que j'ai eu le plus l'occasion de côtoyer. Mais je dirais, je garde un excellent souvenir de Stefan Edberg, qui est ce joueur suédois qui a été numéro 1 mondial quand même, que j'adorais. Je garde également un très bon souvenir de Michael Chang. De John McEnroe. Alors, John McEnroe, c'est un peu différent parce que j'étais pas encore tout à fait dans le circuit, mais après, je l'ai vu sur les circuits seniors, vétérans, etc. Et bon, Chang et McEnroe ont eu la gentillesse tous les deux de me citer dans leur livre de mémoire. Donc, ça me fait évidemment plaisir. Voilà, je pourrais vous en citer d'autres. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je garde un excellent souvenir également d'Arnaud Butch, dont je salue la remarquable reconversion. Je veux dire, voilà, il y en a Fabrice Santoro dont vous parliez il y a quelques minutes aussi. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais voilà. Et puis j'ai une tendresse, allez, oserais-je le dire, j'ai une tendresse aussi pour les joueuses que je ne saurais oublier, Justine Hénin et Marie Pierce, que j'aime beaucoup toutes les deux. Voilà. Qui ont commenté sur France Télévisions la dernière année. Exact. Mais c'est même en dehors de ça. Je pense qu'on ne s'est pas trompé en les recrutant. Est-ce que vous avez eu un jour sur une interview une forme d'appréhension à vous dire tiens, je vais interviewer cette personne-là, cet athlète, pas forcément un tennisman, mais est-ce qu'un jour vous avez eu une appréhension particulière? Alors, je vais vous dire, c'est une très bonne question. Et quand j'ai ce type d'appréhension, je renonce en fait. Peut-être que l'expérience aidant me fait dire que je sais quand ça va bien se passer ou quand ça va peut-être un peu moins bien se passer. Et si c'est une épreuve très importante et si l'athlète, le sportif de façon générale, est déçu, je crois savoir quand justement ne pas intervenir, si je puis dire. Donc, ça m'évite, si vous voulez, ce type de déception qui peuvent être tout à fait légitimes en demeurant et qui peuvent tout à fait survenir. Et quelle est l'interview que vous regrettez de n'avoir peut-être jamais effectuée? Ah, ça, c'est une très bonne... comment c'est difficile à dire parce que je pense que j'ai quand même un itinéraire professionnel assez bien rempli, mais
Oui, alors, j'étais un tout jeune homme et vous n'étiez pas né, donc je peux le dire. Que lorsque Jean-Claude Killy, que le skieur, donc Jean-Claude Killy, quand il a accompli tous ses exploits, c'est vrai que j'aurais bien aimé être à ses côtés. Il se trouve que là, je vais vous faire une petite confidence. Dites-moi, Il se trouve que je le lui ai dit ouais, et qu'il me l'a dit. Et ça m'a énormément touché. ouais. Ça m'a énormément touché. Je vous parlais de ma passion pour les sports de neige et glace, n'est-ce pas? Bon, lui, il incarne ça. Donc, voilà, pour répondre directement à votre question, oui, j'aurais aimé être, mais bon, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. Ouais. Et quel a été l'entretien le plus fort de votre carrière? S'il y en avait un qui vous a marqué le plus que les autres? Euh, je, 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 je dirais que c'est sans doute avec des personnes, parce que c'est bon, se réjouir d'une victoire, je dirais que c'est assez facile. Consoler en cas de défaite, c'est plus difficile, c'est plus subtil et surtout, il faut que ce soit 100% sincère. Ouais. Donc, on est arrivé effectivement de consoler, il n'y a pas d'autre mot, même comment dire, de transformer en léger sourire quelques larmes. Je pense à Laure Manodou au jeu de Pékin 2008, où elle a touché le fond après avoir atteint le Graal 4 ans avant à Athènes. Oui, je crois que ces moments-là sont forts et naturellement a posteriori, puisque je vous parlais d'elle il y a quelques minutes, je chéris véritablement toutes les rencontres que j'ai pu faire avec Camille Muffat, qui malheureusement n'est plus parmi nous aujourd'hui, d'autant que j'ai gardé avec sa famille des liens qui me sont très, très chers encore aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, ma pudeur m'interdit de Ouais, ouais. trop préciser, mais voilà, c'est plutôt ça. Je dirais que de façon générale, Jean-Charles, je dirais que de façon générale, comment dire, de compatir à une défaite est plus difficile que de se réjouir d'une victoire. Et à partir de là, je pense qu'il faut une certaine sensibilité et surtout une vraie honnêteté, parce que rien ne serait pire, et je pense que les spectateurs s'en rendraient compte tout de suite, Ouais. qu'une compassion feinte ou autre. Donc voilà. Merci pour votre sincérité, Nelson. C'est très émouvant, toutes ces analyses. Je suis très chamboulé par ce que vous me dites là. Non, mais c'est vrai, honnêtement. Quels sont vos 3 meilleurs souvenirs tennistiques? Et après, on va passer au petit défi. On arrive après à la fin de l'interview. Mes 3 meilleurs souvenirs tennistiques sont la victoire de l'équipe de France de Coupe Davis à Lyon en 91. Vous en parliez, voudrais-je dire, de la défunte Coupe Davis. Je dirais, là, peut-être au risque de vous surprendre, mais je dirais la victoire de Marie-Pierre à Roland-Garros en 2000, Ouais. où vraiment j'ai trouvé la fraîcheur de cette jeune femme, son bonheur communicatif. Bon, en plus, je crois pouvoir dire que j'ai avec elle des rapports qui dépassent un petit peu le cadre journaliste championne. Ouais, je dirais que la victoire de Marie-Pierre, ça. Et puis, écoutez, je pense la victoire de Nadal cette année. D'accord. Parce qu'il a beau dire que ce n'était pas une obsession pour lui, je pense quand même que, comment, le connaissant un petit peu, les tables, les records du tennis, il sait ce que c'est. Et quand il met un 6-0 au premier set, 6-0 à Djokovic, vous vous souvenez du match, 6-0. Je ne sais pas combien de fois Djokovic a eu un 6-0 dans sa carrière, mais à mon avis, pas très souvent. Il n'y en a pas eu beaucoup, et encore moins en finale. Comment? Il n'y en a pas eu beaucoup et encore moins sur une finale. Et encore moins, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, donc je dirais voilà, oui, je dirais ces 3 souvenirs-là. Eh bien, écoutez, Nelson, on va passer au petit défi. Alors, je vous explique le système. Le défi, effectivement, nous, on fonctionne au nombre de vues. C'est-à-dire que ce reportage et cette interview sera diffusé dans quelques semaines, certainement au mois de février, parce que je diffuse les interviews toutes les 2 semaines. On va déjà rencontrer Alizé Cornet et Caroline Garcia lors du prochain Roland-Garros si les conditions sanitaires le permettent. On ira jouer avec Fabrice Santoro au Lagardère pour taper quelques balles avec lui. Hugo Gaston nous a dédicacé 150 balles pour nos enfants, on les a reçus avant Noël. Vianney, l'artiste, est devenu licencié et parrain de notre club. Cyril Hanouna va sûrement venir disputer un match chez nous. Bob Sinclair également aussi. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de personnes. Est-ce que Nelson, à 20 000 vues de cette vidéo,
vous nous feriez l'honneur de commenter un match de joueurs évoluant dans notre club. Alors, je vous explique. Moi, ce que j'aimerais éventuellement, ça serait qu'on filme un match avec des joueurs. Jean-Charles, vous n'avez pas besoin d'expliquer plus loin, c'est oui avec plaisir. Ah ben c'est oui avec plaisir. Et alors j'explique pour tous ceux qui nous regardent, on diffusera des échanges avec différents joueurs de la Libre Tennis. On vous enverra Nelson la vidéo et vous nous commenterez ce petit match pour que nous on ait votre voix mythique et légendaire sur notre petite vidéo à Libre Tennis. Et bien écoutez, le défi est relevé. Moi je vous enverrai le montage avec l'évolution des vues et les articles de presse pour que vous ayez tout ça en lien. Nelson, avant de se quitter, une petite nomination. À la fin de Vivons nos rêves, il faut nommer deux nouvelles personnalités ou joueurs de tennis pour prendre le relais de votre interview. Qui est-ce que vous choisissez? Qui est-ce que vous voulez voir prendre le relais de votre interview aujourd'hui? Vous voulez dire d'autres personnes que vous allez recevoir Exactement, d'autres personnes que je vais recevoir après vous en fonction de la nomination que vous allez nous faire. Mais ce ne sont pas nécessairement des joueurs de tennis, ça peut être des personnes dans l'environnement médiatique. Alors je vous aurais dit Vianney, mais vous l'avez déjà reçu de ce que je crois comprendre. Mais écoutez, je vous citerai peut-être mon confrère et ami Thomas Soto, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, qui est biographe de Federer. Et il adore le tennis. Donc voilà, je dirais peut-être Thomas Soto, ça vous va bien? C'est très bien. Voilà. Et puis, pour un autre invité. Ou une invitée. Alors, écoutez, oui, Richard Gasquet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Richard Gasquet, oui, parce que, voilà, je vous disais il y a quelques minutes qu'il y a certains avec lesquels j'ai des rapports qui dépassent le cadre de journaliste-joueur. Richard, que j'appelle volontiers Riri, c'est le cas. Donc, je dirais Richard Gasquet, mon ami de Béziers. Voilà. Eh bien, écoutez, Richard Gasquet, de toute façon, la petite interview avec Richard est prévue dans quelques semaines. Eh bien, vous l'embrasserez bien pour moi. Voilà. J'enverrai à Julien Cassaigne, son agent, cette interview et ce petit passage pour qu'il l'ait avec vous. Voilà. Avant de se quitter, Nelson, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos licenciés de la Libre Tennis aujourd'hui? Vous pratiquez, je crois, le plus beau sport qui soit, un sport de respect de l'adversaire, un sport où il y a évidemment un arbitre, mais dans les matchs de jeunes, de juniors, il n'y a pas d'arbitre. Et c'est très bien ainsi. Un sport où on se serre la main à la fin, c'est pas si courant, je crois même que c'est à peu près unique. Hein, je ne suis pas trop penché sur cette question, mais enfin, je crois que c'est à peu près unique. Donc voilà, continuez à pratiquer ce sport bien au-delà de l'importance du résultat. En tout cas, merci beaucoup Nelson pour cette interview, pour cette sincérité. Je suis très touché, je le redis, mais je suis très touché par tous vos propos que vous avez pu avoir et toute cette passion que vous avez pu mettre sur les différentes réponses que vous nous avez accordées. Merci beaucoup Nelson Montfort. Avec plaisir et tous mes voeux, puisque c'est la journée.